Alors maintenant qu'on a présenté ce concept de fonction enthalpie dans un cadre relativement général pour voir notamment l'intérêt que ça pouvait avoir pour des transformations qui se faisaient à pression constante, on va essayer d'appliquer ça au changement d'état et voir que là aussi, lors d'un changement d'état, on va avoir une variation d'enthalpie, que cette variation d'enthalpie va être liée au transfert thermique qu'il va falloir apporter pour faire ce changement d'état historiquement, puisque ces changements d'état se font généralement à pression constante, à la pression atmosphérique la plupart du temps. Après, on verra des applications de ces choses-là dans les machines thermiques, mais ce sera pour un petit peu plus tard. Donc on va commencer par définir l'enthalpie massique de changement d'état, ou l'enthalpie de changement d'état, et de voir quelques constatations expérimentales qu'on peut faire en faisant des mesures. Donc vous avez des thermodynamiciens expérimentaux dont le but est de faire des mesures de tout un tas de choses, et notamment l'énergie interne, la pression, le volume pour différentes valeurs de température, pour différents matériaux. Et donc ils s'amusent à mettre tout ça dans des tables. Et expérimentalement, si on regarde une variation de l'enthalpie d'un corps pur, donc on prend un corps pur, notre sigma c'est un corps pur, donc un corps pur c'est-à-dire un machin qui est tout seul, de l'eau par exemple, juste de l'eau, enfin pas un truc qui est mélangé. Et lorsqu'on regarde l'évolution au cours de la température, vous avez une température de changement d'état qui va être quelque part par là. Quand on est en dessous de cette température de changement d'état, on est dans la phase 1. Quand on est au-dessus de la température de changement d'état, on est dans la phase 2. Et ce qu'on observe, c'est que on est capable de mesurer l'enthalpie de votre système dans la phase 1 jusqu'à la température de changement d'état. Et c'est généralement une fonction légèrement croissante de la température. Donc on a l'enthalpie de votre système qui croît. On va dans la phase 2, on fait pareil, on calcule l'enthalpie, on fait les mesures et puis on diminue la température jusqu'à la température de changement d'état. Et là, on se rend compte qu'il y a une discontinuité entre les deux, c'est-à-dire que pour le système considéré, on a un H1 à la température de fusion, de changement d'état de 1 à 2. Vous avez un H2 à cette même température quand vous êtes dans la phase 2 et c'est pas le même. C'est pas le même, tout simplement, par exemple, prenons le cas d'une vaporisation. Quand vous avez votre liquide, comme l'enthalpie c'est U plus PV, vous doutez bien que l'énergie interne, alors déjà dans un gaz et un liquide à la même température, le fait que le gaz soit plus agité, c'est relativement naturel de se dire. Supposons qu'il soit agité pareil, donc on ait la même énergie interne à ces deux températures, vous savez que le gaz, il prend beaucoup plus de place, 1000 fois plus de place en règle générale que le liquide correspondant. Et donc vous avez le terme en PV qui explose en taille et donc vous passez brutalement du liquide avec un terme en PV qui est plus petit au gaz avec un terme en PV qui est beaucoup plus grand. Alors en outre, l'énergie interne change aussi en fonction de la phase et donc il y a aussi une discontinuité au niveau de l'énergie interne, mais bon, ne serait-ce que la discontinuité à cause du volume, ça suffit à expliquer la discontinuité en enthalpie qu'on observe expérimentalement. Et là, vous avez une variation lors du passage de 1 à 2 de votre enthalpie en restant à la même température. Donc, on a pour passer de la phase 1 à la phase 2 à la température de changement d'état, donc des changements, on observe une variation, on observe, et on doit fournir du coup, on observe qu'on doit fournir une variation d'enthalpie. Donc il faut se débrouiller pour que l'enthalpie de votre système, delta H de 1 à 2, qui vaut cette différence H2 moins H1, on doit fournir cette variation pour réussir à passer d'un état à l'autre. Donc ça va nous permettre de définir l'enthalpie de changement d'état.
Ça va être ça, hein. Donc ça c'est enthalpie de changement d'état à la température du changement d'état. Donc, petite définition. Alors, l'enthalpie, nous on va définir l'enthalpie massique. Parce que là, ça dépend de la quantité que je veux vaporiser ou fusionner ou ce que vous voulez, ou liquéfier. Donc, nous, on va définir l'enthalpie massique, donc pour 1 kg de votre corps pur. Enthalpie massique de changement d'état, de l'état 1 vers l'état 2, à la température T, qui est noté H de 1 à 2. Alors notez bien que l'enthalpie de changement d'état, je ne mets pas un delta, c'est l'enthalpie qu'il va falloir rajouter pour arriver là. Elle va s'exprimer comme étant une variation de quelque chose, mais on la note directement comme ça, on ne note pas de delta H. C'est en fait la variation d'enthalpie massique de votre système doit être égale à l'enthalpie massique de changement d'état lors de votre système. Donc c'est noté soit H ou alors L de T ou L de T. Alors là, cette notation-là, c'est pas terrible. Le L vient de chaleur latente de changement d'état. Je vais expliquer tout à l'heure à quoi ça correspond. Et puis, comme c'est une grandeur massique, on devrait le noter avec un L minuscule, mais il existe encore des exercices ou des énoncés dans lesquels vous aurez le L majuscule. Donc, méfiez-vous, regardez toujours l'unité correspondante pour savoir si c'est ou non par kilo. Est-ce que c'est juste des kilojoules ou est-ce que c'est des kilojoules par kilo que vous aurez? Donc, c'est l'enthalpie massique de changement d'état, noté H de 1 à 2 et par définition donné par donc H de 1 à 2 à la température T. C'est la valeur de l'enthalpie dans la phase 2 à la température T moins la valeur de l'enthalpie dans la phase 1 à la température T. Méfiez-vous de nouveau, les physiciens utilisent des notations intuitives, implicites. Là, c'est l'enthalpie de passage de 1 vers 2. Ça, c'est l'enthalpie massique dans l'état 2 et pas du tout un passage puisqu'il n'y a qu'un seul point. Et ça, c'est l'enthalpie dans l'état 1 à la même température, mais quand on est dans la phase 1 et pas dans la phase 2 lors de cette expression. Donc ça, on peut l'avoir. Donc l'enthalpie de changement d'état, c'est la variation d'enthalpie qu'il faut pour passer de l'état 1 à l'état 2. Donc enthalpie de changement d'état, c'est la variation d'enthalpie qu'il faut pour passer de 1 à 2 à la température T voulue. Et bien sûr, ça dépend, l'enthalpie de changement d'état de vaporisation de l'eau. Vous pouvez trouver la valeur à 100 degrés Celsius, vous pouvez trouver la valeur à 120, à 80, à 70, à toutes les valeurs voulues. Et comme ça, vous pouvez savoir combien il faut d'enthalpie, du coup d'énergie à fournir pour pouvoir vaporiser 1 kg d'eau liquide. Alors il y a un certain nombre de propriétés, il y a une propriété immédiate mais absolument fondamentale, c'est le fait que si vous passez de 2 à 1 plutôt que de 1 à 2, l'enthalpie de passage de 2 à 1 c'est l'opposé de l'enthalpie de passage de 1 à 2. C'est une application directe de la définition. Si vous allez de 2 à 1, c'est par définition l'état final moins l'état initial. C'est donc l'opposé de l'enthalpie de passage de 1 à 2. Notez que j'ai pas mis, je devrais mettre
les températures, parce que ces relations sont valables à une température donnée. Donc, il faut toujours prendre la température correspondante qui nous intéresse pour le changement d'état. Bon, alors, un peu de vocabulaire. Dans le vocabulaire, on appelle enthalpie massique de fusion vous allez pas me croire quand je vais vous dire ce que c'est. Enthalpie massique de fusion, notez, alors ça dépend, H fusion ou H fusion en toutes lettres, ou si on est un peu fainéant, H fuse, ou encore carrément HF. Ça c'est pour les Français, hein, bien sûr. Pour les Anglais, bon, alors il y a fusion quand même, mais puis comme ils utilisent F pour fluide, ça peut changer un petit peu. Donc voilà, à voir selon ce que vous manipulez. Et ben, c'est l'enthalpie nécessaire pour faire le passage. Donc l'enthalpie massique de fusion et la variation d'enthalpie massique, donc par unité de masse, nécessaire pour passer de l'état solide à l'état liquide. Ensuite, vous avez l'enthalpie massique de vaporisation. Donc là, de nouveau, ça peut s'écrire explicitement H vaporisation, si vous avez le temps, HVAP ou HV, et c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. Hein, donc c'est liquide vers gaz, vers vapeur. Et puis vous avez l'enthalpie massique de sublimation, qui se note H sublimation ou H sub ou HS. Bon, généralement on ne met pas HS parce qu'on risque de confondre avec autre chose. Et c'est le passage de solide à gaz directement. Donc ça c'est du vocabulaire. Je dirais que ça va mieux en le disant, mais voilà, normalement vous connaissez déjà tout ça. Alors, on va prendre un petit exemple. Donc, on prend une masse M d'eau liquide. Sous pression atmosphérique, sous P0 égale 1 bar, une atmosphère, et à une température T qui correspond à la température de vaporisation, c'est-à-dire 373 Kelvin, 100 degrés Celsius. On prend une vaporisation complète de cette eau. Vaporisation complète. Alors, mon système a une variation d'enthalpie lors de ce passage qui est l'enthalpie de l'état final, c'est-à-dire la masse totale fois l'enthalpie massique de la vapeur, moins l'enthalpie de l'état initial, la masse fois l'enthalpie de l'état liquide à cette température de vaporisation. Donc il faut regarder dans les tables thermodynamiques quelle est l'enthalpie du liquide et l'enthalpie de la vapeur à cette température-là. Et vous voyez que la masse, elle se met en facteur. Donc j'ai M facteur de H vapeur qui est l'état 2 moins H liquide qui est l'état 1. Et donc c'est exactement M fois le H de vaporisation. Voilà, donc ça c'est direct.
c'est relativement naturel. Si vous devez vaporiser 1 kg d'eau, bah, c'est une fois le H de vaporisation. Si vous ne devez pas vaporiser 2 kg d'eau liquide, c'est 2 fois le H de vaporisation qu'il va falloir réussir à fournir comme variation d'enthalpie. Alors, s'il n'y a qu'une masse M', donc M d'eau liquide, seul M' se vaporise. Donc j'ai une vaporisation partielle. La variation d'enthalpie, je vous laisse réfléchir 2 secondes pour savoir comment intuitivement on pourrait l'écrire. Mais après, moi j'applique juste la définition. La variation d'enthalpie, c'est l'enthalpie dans l'état final moins l'enthalpie dans l'état initial. Dans l'état final, qu'est-ce que j'ai? J'ai une partie qui est liquide et une partie qui est vapeur. J'ai une masse M' de vapeur, donc d'enthalpie M' fois H vapeur. Ça, c'est l'enthalpie de la partie vapeur. Comme l'enthalpie est extensive, pour avoir l'enthalpie totale, il suffit que je somme l'enthalpie de la vapeur et l'enthalpie de ce qui me reste sous forme liquide. Et ce qui me reste sous forme liquide, c'est M moins M', H liquide. Ça, c'est mon enthalpie finale. Et je veux soustraire l'enthalpie initiale, bah, j'avais une masse M entière sous forme de liquide, donc je me retrouve avec du M liquide. Vous voyez que ce bout-là va partir avec ce bout-là, M fois H liquide, avec un plus, ça se soustrait. Il me reste du M', qui va être facteur de H vapeur moins H liquide. Donc je me retrouve avec M', H vapeur moins H liquide. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est mon H de vaporisation. Donc, je trouve delta H, c'est M', H vaporisation. Voilà. Et ça, c'était en fait vachement intuitif. Puisque si vous avez, je sais pas, 10 kg d'eau, vous en vaporisez que 2, comme il faut... tant 2700 kJ par kilo d'eau, bah, il y a 2 fois 2700 kJ par kilo d'eau qui aura été donné. Donc 2700 fois 2 kJ qui vont être donnés à votre système pour pouvoir vaporiser ces 2 kg. Et puis le reste, ça reste sous forme liquide. Et puis on lui a rien donné. Et donc il reste sous cette forme-là. Donc, vous voyez que en repartant simplement de la définition, qu'est-ce que j'ai à la fin, qu'est-ce que j'ai au début, je fais la différence des deux, on retrouve quelque chose de relativement intuitif et qu'il devienne intuitif. Bah, pour vaporiser 2 kg sur les 10, bah, je dois fournir 2 fois l'énergie qu'il faut pour vaporiser 1 kg. Point barre. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, question c'est d'où vient cette énergie? Et donc, quel lien éventuel on peut faire avec le transfert thermique? Parce que ces enthalpies de vaporisation existent indépendamment de toute transformation. Là maintenant, pour vaporiser mon système, il va falloir que je lui donne de l'énergie. J'ai plusieurs choix pour lui donner de l'énergie. Soit je lui donne de l'énergie sous forme mécanique, un travail, soit je lui donne de l'énergie sous forme thermique, un transfert thermique. Et donc là, si on a une évolution qui va se faire à une même température, en restant une évolution qui est sous pression constante, elle va rester forcément à une même température. Alors voyons voir. On suppose une évolution isobare. Pourquoi on suppose ça? Parce que c'est le cas courant. C'est le cas quand vous êtes dans l'atmosphère, ben vous êtes à la pression atmosphérique et vous n'avez pas le choix. Donc, vous faites une évolution qui est isobare et on sait qu'un changement d'état, si la pression reste constante, la température va rester constante aussi. Elle est aussi isotherme à température T. Donc la température est la même quand vous êtes dans l'état de départ et l'état d'arrivée. C'est pour ça que
à chaque fois, ici, là, je me place en étant à une même température en règle générale, parce que la température, elle ne va pas changer comme ça en un claquement de doigts. Donc on fait d'abord toute l'évolution et on regarde la température. Et ensuite, il peut se passer des choses une fois qu'on a complètement fait le changement d'état. Donc on suppose l'évolution isobare. Ben, si l'évolution elle est isobare, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on a montré que le transfert thermique reçu par le système, c'est égal à sa variation d'enthalpie. Donc, étant donné que cette variation d'enthalpie, c'est la masse qu'on vaporise fois l'enthalpie massique de changement pour un état 1 à un état 2, en termes de différentes phases de changement d'état. Donc on passe de 1 à 2, ben, le transfert thermique reçu va être cette variation d'enthalpie. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaleur latente de vaporisation, parce que on observait qu'on continuait à chauffer, on fournissait un transfert thermique à notre système à pression constante, puisque généralement on chauffe une marmite, elle reste à la pression constante de votre atmosphère, et donc on fournissait un transfert thermique et la température ne changeait pas, et ça c'était complètement contre-intuitif tout au début quand les gens confondaient chaleur, transfert thermique et température. Vous ne faites plus ça, bien entendu. Le transfert thermique Q, c'est totalement différent de la température. Vous savez que adiabatique ne veut pas du tout dire isotherme. Hein? Mais il est vrai qu'en règle générale, quand vous chauffez, dans la vie de tous les jours, quand vous fournissez un transfert thermique, vous observez une augmentation de température. Et là, ils avaient un transfert thermique et pas d'augmentation de température. D'où ce terme de chaleur latente, transfert thermique latent de changement d'état. Et donc, c'est pour ça que ces enthalpies de changement d'état se sont fait appeler chaleur latente de changement d'état. C'est par la suite qu'est venue la notion d'enthalpie et qui permet en fait de généraliser, parce que à ce moment-là, on n'est plus lié au fait que ce soit isobare. On peut calculer des transformations en simplement en regardant les valeurs qui sont tabulées pour différentes températures. Donc, on a ça, et donc le H de 1 à 2, c'est le transfert thermique pour l'évolution isobare divisé par la masse. Donc en fait, c'est le transfert thermique massique, d'où le terme de chaleur latente, parce que historiquement, c'était relié au transfert thermique que vous deviez fournir au système pour réussir à le faire changer d'état avant qu'il puisse changer de température. Alors attention, ce n'est valable que pour une transformation isobare. Si la transformation est, au hasard, isocore, ce ne sera plus le cas. Alors pour illustrer ça, vous allez avoir on va faire un exercice qui est l'exercice 10 du TDT4. Donc normalement, vous avez l'énoncé qui apparaît devant vos yeux. Et cet exercice 10, donc je vais vous donner 5 minutes pour réfléchir. Regardez ce qu'on va obtenir. Faites bien attention aux hypothèses qu'on a et ce qu'on vous demande de calculer. Et on cherche les quantités de chaleur. Alors, quantité de chaleur, c'est un terme que j'essaye d'éviter au maximum, mais bon, qui peut revenir dans les exercices. Donc, je vous ai laissé des exercices qui en parlent. C'est en fait le transfert thermique. Donc on veut estimer le transfert thermique dans deux types d'évolution, une évolution à pression constante, une évolution à volume constant, et puis du coup voir le lien qu'il peut y avoir entre le transfert thermique et l'enthalpie de changement d'état. Je vous laisse réfléchir 2 secondes et ensuite on y va pour la correction. C'est bon? Vous avez fait? Alors, correction de cet exercice. Donc, on vous dit qu'il y en a un récipient de volume 10 litres avec un mélange, une masse totale d'eau de 100 grammes, avec un mélange de liquide et de vapeur.
et on veut déterminer la température ainsi que la masse de vapeur dans les récipients, sachant qu'on a une pression de 10 bars, et 10 bars, ça veut dire 1 mégapascal. Donc quand on regarde les tables thermodynamiques, je vous rappelle que vous avez ces tables qui sont sur le Nextcloud dans le dossier des TD. Donc quand on regarde les tables thermodynamiques, il faut chercher pour une pression de 1 mégapascal, donc 0,18, voilà, on arrive ici. Vous avez une température qui va être la température de changement d'état donc 1 mégapascal, 179,9 degrés Celsius, et on vous demande voilà, déterminer la température ainsi que la masse de vapeur dans le récipient. La température c'est celle-ci, en supposant que vous ayez bien un mélange liquide-vapeur. Alors, on va vérifier que c'est bien le cas en déterminant la masse de vapeur dans le récipient. Vous avez 10 litres pour 100 grammes, donc vous avez 10 divisé par 0,1, donc 100 litres par kilo, donc du 0,1 mètre cube par kilogramme de volume massique. Si je regarde à 10 bars, bah vous voyez que si j'avais que de la vapeur, on serait proche du 0,2 mètre cube par kilo. Là, on n'en a que 0,1, donc on peut dire déjà de prime abord qu'on va avoir à peu près 50% de vapeur. Si on veut être un tout petit peu plus précis, ben, vous avez que le volume massique, ça va être le pourcentage de vapeur du volume massique de vapeur plus le pourcentage en liquide du volume massique du liquide. Et donc, votre X, si vous l'isolez, ça fait V moins VL sur VV moins VL. Donc là, on a du 0,1 moins, donc j'ai dit 0,001127, voilà, divisé par du 0,1944 moins 0,001127. Alors autant vous dire que le 1127 qui est ici, alors peut-être le prendre en compte là, mais ça va vraiment pas faire grand chose. Donc si on fait l'application numérique correspondante, donc on a du 0,1 moins 0,001127 divisé par du 0,1944 moins 0,001127. Niark. 0,00113. J'ai 3. De toute façon, ça va être complètement négligeable ce bout-là. Voilà. Et là, ça me donne du... Ouais, là, ça n'allait pas. Donc, 0,10... Bon, on recommence. 0,1 divisé par 0,1944, puisque ça va être, le reste va être négligeable. Là. Et donc, ça me fait du 51%. Hop, 51,5%. Et donc, du 51 grammes, puisque vous avez 100 grammes. Donc, 51,5 grammes. Ça devrait quand même pas changer grand chose. Donc là, vous avez la masse de vapeur, l'équivalent en masse en eau, bah c'est le complémentaire, donc de 48,6 grammes. Et la température, donc on a bien un mélange liquide-vapeur à cet endroit-là. Première question, on chauffe le récipient à pression constante. Quel est le volume du récipient lorsque disparaît la dernière goutte? Alors, il faut bien imaginer que si vous êtes à pression constante, si vous avez un piston, et qu'à mesure que ça chauffe, le piston se relève, parce que le gaz à l'intérieur, il essaye de s'étendre, et donc, pour qu'il y ait toujours équilibre de pression 1 bar, enfin 10 bars de chaque côté, vous avez que le volume va augmenter. Bah, le volume, quand vous arrivez, quand la dernière goutte de liquide disparaît, c'est celui-là, c'est le volume de la vapeur pour 100 grammes. Et donc, comme vous avez du 0,1944 multiplié par la masse de 0,1, donc le volume
de fin, ça va être du 19,44 litres, puisqu'il n'y a plus que du gaz à cette température de 179,9 degrés Celsius dans votre système. Quelle est la quantité de chaleur, donc quel est le transfert thermique qui a été fourni au système? Le transfert thermique, c'est un transfert thermique à pression constante. C'est donc la variation d'enthalpie de votre système. C'est donc la masse qui a été vaporisée, donc la masse de liquide que j'avais au départ, donc les 48, la masse de liquide, hein, donc ça c'est la masse de gaz, la masse de liquide c'est 48,6 grammes, c'est la masse de liquide multipliée par l'enthalpie de vaporisation, puisque là vous avez une isobare, et cette enthalpie de vaporisation, on peut aussi, elle, la lire dans les tables. Elle est donnée directement là, je vous avais dit hein, qu'il donnait l'enthalpie du gaz, l'enthalpie du liquide et directement la différence. Donc l'enthalpie de vaporisation pour la ligne en question, c'est 2015,3 en kilojoules par kilo. Voilà, donc on a 0,1 kg, donc vous avez un dixième de ce machin-là, alors pas 0,1 mais 0,486. Donc si je calcule ça, je fais, allez, on jette, donc 48,6, donc c'est des grammes, si je multiplie du coup par 2,0153, j'ai le résultat en kilojoules toujours, donc ça me fait environ 98 kilojoules de transfert thermique lors de l'évolution. Quel est le travail qui a été échangé avec le milieu extérieur? Pour avoir le travail, on peut prendre la variation d'énergie interne par le premier principe. La variation d'énergie interne, c'est égal au travail plus le transfert thermique. Là, en l'occurrence, c'est celui que j'ai calculé ici. Donc, le travail va être égal à la variation d'énergie interne moins la variation d'enthalpie. La variation d'énergie interne, là aussi, on vous donne l'énergie interne correspondante. Alors là, il faut faire la différence à la main. Mais cette variation d'énergie interne, ça va être la masse de liquide, c'est le seul qui nous intéresse, fois le U du gaz moins le U du liquide. Donc lui c'est du 2583,6 et lui c'est 761,7. Voilà, il faut que je soustrais la valeur d'avant. Ici dans ce sens-là. Donc, je me retrouve avec du 48,6 multiplié par 2583,6 moins 700. Ah, j'y arrive pas. Donc, 48,6 multiplié par 2,5836 moins 0,761,7. Ouais, on va juste prendre 761. Et ça me prend du 88,6 kJ. Donc je soustrais ça à ça. Alors, est-ce que... Non. Jack. Donc 88,6 moins 97,9. Ça me donne du moins 9,3 kJ. On a un travail qui est négatif. Ça veut dire qu'en fait le gaz, lors de sa vaporisation, fournit du travail à l'extérieur. C'est le principe des machines à vapeur. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'étendre et donc il doit pousser vers l'extérieur et donc il a un comportement moteur. Et c'est pour ça que, comme ça que marchent effectivement les machines à vapeur. Alors après, on vous donne dans une deuxième expérience, on chauffe le même récipient, donc 10 litres, mais à volume constant. Et on veut savoir ce qui se passe, calculer la pression et la température dans le récipient lorsque disparaît la dernière goutte de liquide.
Alors là, le raisonnement est légèrement différent. Vous avez V égale 10 litres qui est constant. La masse, qui vaut les 100 grammes, elle est constante aussi. Et donc, le volume massique, on a dit que c'était du 0,1 mètre cube par kilo. Il est constant. Il n'y a pas le droit d'être autrement. Donc, il va falloir chercher dans la table quel est l'état pour lequel j'ai un volume massique de gaz de 0,1 mètre cube par kilo et quand même encore l'équilibre entre le liquide et la vapeur. Donc regardons dans les volumes massiques, vous voyez que 0,1 pour le volume massique du gaz, il faut augmenter par là. Et on va être quelque part entre du 1,8 et 2, voyons là, ça va être ici, quelque part entre 1,8 et 2 mégapascales, beaucoup plus proche de 2 mégapascales. J'ai pas envie de faire trop de calculs d'interpolation ici, mais la pression est de l'ordre de 2 mégapascales. Et à cette pression de 2 mégapascales, on a une température de l'ordre de 210 degrés Celsius. Pas la peine d'être beaucoup plus précis. Donc en fait, le fait de rester à volume constant, vous allez avoir une transformation où la pression n'est pas constante, elle a augmenté de 1 à 2 mégapascales, et où la température n'est pas constante, elle a augmenté de 180 à 210 degrés Celsius. Donc il n'y a rien qui reste constant lors de cette transformation, sauf le volume. Vous avez une transformation qui est isocore. Bon, bah, quel est le transfert thermique? Vous avez une isocore. Une isocore, ça veut dire que le transfert thermique, c'est égal à la variation d'énergie interne de votre système. Et là, il faut la calculer, cette variation d'énergie interne du système. Et là, il n'y a pas de miracle. Il faut calculer l'énergie interne à l'état final, l'énergie interne à l'état initial. L'énergie interne à l'état final, à la limite, c'est encore le plus facile. C'est la masse totale multipliée par l'énergie interne du gaz à la température de 210 degrés Celsius. Donc celle-là, c'est 2 mégapascales là, qui sont ici. Quand je regarde l'énergie interne du gaz, c'est 2600 kJ par kilo. Donc là, c'est 2600 kJ par kilo. Étant donné que j'ai 100 grammes, ça me fait du 260 kJ. Et l'énergie interne initiale, c'est égal à la masse de vapeur fois l'énergie interne de la vapeur, mais aux 180 degrés Celsius qu'on était au départ, plus la masse de liquide fois l'énergie interne du liquide à ces 180 degrés Celsius de départ, donc au 1 mégapascal. Donc ici, ça va me donner le 760. Là, j'ai dû, donc on va approximer 760 à peu près. Et là, pour le gaz, donc 760, c'était là, et j'ai 2583. Alors là, on va être obligé de garder un peu plus de trucs, parce que sinon, ça ne sera pas différent d'avant. Du coup, le 760, on va quand même garder la dernière unité, c'est 762. Voilà. Donc, quand on fait l'application numérique, la masse de vapeur, on avait dit que c'était 51,4, si mes souvenirs sont exacts. Donc 51,4 fois 2,583 pour le garder en kilojoules automatiquement. Ça me fait des kilojoules par gramme. Plus 48,6 multiplié par 0,762. Ça me fait un total, ça fait beaucoup ça, 0,762. Ça fait un total de 170 kilojoules. Là, j'ai dit que ça faisait 260 kilojoules. Et la différence des deux, du coup, ça se fait de tête, j'ai du 90 kilojoules. Donc, on trouve un résultat différent de tout à l'heure. On avait 98 kilojoules, on n'avait plus que 90. Par contre, il n'y a pas de travail. Il n'y a
pas de travail lors de cette transformation puisque le volume est constant. Et vous voyez que ce transfert thermique n'est plus égal à la différence d'enthalpie que vous aviez entre le début et la fin de votre expérience. Donc ça, c'est simplement pour faire attention, parce qu'on a trop tendance à dire que le transfert thermique, enfin, à assimiler le transfert thermique à la variation d'enthalpie, ça ne marche que pour le cas isobar. Alors c'est sûr, dans 90% des cas, ce sera effectivement l'évolution que vous allez considérer, mais méfiez-vous, dans les 10%, si jamais on dit « Ah tiens, on va faire un truc à volume constant », là, il faut se dire, bon, revenons aux définitions, hein, c'est toujours une bonne idée de revenir aux définitions pour voir ce qui arrive. Bon, alors, conséquences sur le signe des enthalpies massiques de changement d'état. Quelles conséquences on va pouvoir tirer, et notamment quelles prédiction on va pouvoir faire sur le signe de ces enthalpies massiques de changement d'état. Bon, alors il est assez clair que pour passer d'une phase ordonnée, comme un solide, à une phase légèrement désordonnée, comme un liquide, ou alors très désordonnée, comme un gaz, il va falloir fournir de l'énergie. Pourquoi? Parce que le désordre provient de vous avez excité tout le monde et il y a toutes vos particules qui vont dans tous les sens. Donc, il a fallu fournir d'une manière ou d'une autre de l'énergie à votre système. Donc, pour passer d'un état ordonné à un état, donc ça c'est solide, à un état moins ordonné, ça c'est le liquide, ou pas ordonné du tout, c'est carrément le bordel, ça c'est la chambre de mes enfants, non ça c'est le gaz. Donc pour passer d'un état ordonné à un état moins ordonné, il faut chauffer, il faut fournir un transfert thermique, il faut sous pression constante fournir de l'énergie, donc un transfert thermique. Ça m'impose donc que le H fusion, H vaporisation et H sublimation sont tous positifs. Donc on passe de solide à liquide, de liquide à gaz ou de solide à gaz. À chaque fois, on est obligé de fournir de l'énergie et donc avoir des valeurs positives. Et les autres, le passage de gaz à liquide à solide ou de gaz à solide, sont négatives. Quand justement vous avez un état très désordonné qui se met en rang pour faire un solide, c'est qu'il doit donner son énergie à quelqu'un pour pouvoir rester en place et donc avoir une enthalpie de changement d'état qui va être négative. Donc l'énergie reçue va être négative. On va terminer par des ordres de grandeur que vous devez connaître et qu'on aurait pu mesurer en TP si on avait eu encore quelques TP. Donc les ordres de grandeur. Alors, d'abord, l'enthalpie de fusion de l'eau. Alors il y a toujours l'eau, hein, parce que c'est quand même quelque chose qu'on manipule facilement. C'est directement disponible. Donc sous un bar, vous avez que l'enthalpie de fusion à la température de fusion qui est de 273,15 Kelvin. Elle vaut un tiers de millier de kilojoules, donc 334 kilojoules par kilo. C'est déjà pas mal, hein. C'est-à-dire qu'un glaçon, quand vous mettez glaçon dans de l'eau, ça vous refroidit quand même pas mal l'eau.
parce qu'il faut 4 kJ pour refroidir d'1 degré. Si vous mettez autant de glaçons que d'eau, vous allez pouvoir arriver à ça. Donc il faut bien retenir que l'enthalpie de fusion de la glace, donc à température de 0 degré Celsius, vaut à peu près un tiers de milliers de kilojoules, un tiers de mégajoules par kilo. Donc ça vous donne une première idée. Hein, sachant que donc si vous prenez un petit cube de glace, on va dire autant de glace sous forme, donc on va prendre 1 kg de glaçons. Allez, on va refroidir pour refroidir 1 kg d'eau. Sachant qu'il faut 4,4 kJ, on va arrondir de 4 kJ pour faire diminuer, enfin il faut prendre 4 kJ à l'eau liquide pour la diminuer d'1 degré Celsius, calculez le nombre de degrés que vous êtes capable de diminuer, ça fait 300 divisé par 4, et on va arrondir, vous avez quand même près d'une centaine de degrés que vous pouvez, donc si vous prenez de l'eau bouillante à 95 degrés Celsius et que vous mettez 1 kg d'eau bouillante sur 1 kg de glace, vous aurez à peine réussi à faire fondre tout votre glaçon et avoir une température finale de votre système qui va être de 0 degré Celsius. Donc c'est quand même assez impressionnant, hein, ces enthalpies de changement d'état, notamment pour l'eau, sont vraiment très très importantes. Et c'est encore pire pour l'enthalpie de vaporisation. Donc pareil, ça change avec la pression, mais si on se met sous un bar, votre enthalpie de vaporisation, l'ordre de grandeur qu'il faut avoir à l'idée, donc l'enthalpie de vaporisation a une température d'évaporisation de 373 Kelvin, elle est de l'ordre de 2260 kJ par kilo. Donc par rapport à celle d'avant, vous avez un facteur 7 à peu près, donc il faut 7 fois plus d'énergie pour vaporiser 1 kg d'eau qu'il ne fallait d'énergie pour réussir à fondre 1 kg de glace. Donc c'est absolument phénoménal l'énergie que vous pouvez avoir, et vous pouvez vérifier que si vous prenez une casserole remplie d'1 litre d'eau, il faut déjà pas mal d'énergie pour la monter à 100 degrés Celsius, mais il va falloir beaucoup plus d'énergie pour réussir à la vaporiser complètement, hein, 7 fois plus, on l'avait aussi calculé dans un exercice. Et si vous prenez toute cette énergie et que simplement vous aviez mis votre casserole sur le feu et que vous transmettez toute cette énergie à votre casserole, en fait c'est suffisant pour faire fondre la casserole en règle générale. Donc ça vous montre si le système arrivait à monter en température sans trop perdre d'énergie à l'extérieur, si on prenait toute cette énergie là pour effectivement augmenter la température et puis faire le changement d'état de la casserole, ce serait suffisant pour faire fondre la casserole. Voilà, donc ça, gardez à l'esprit qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie lors des changements d'état, à la fois le passage de la glace à l'eau liquide, c'est pour ça qu'on utilise des glaçons et que c'est tellement efficace, pour refroidir un petit système plutôt que simplement de verser de l'eau froide dedans, et puis pour le passage de l'eau liquide à la vapeur d'eau lors de votre vaporisation.